Alors bonjour David, Bonjour Rosanne. merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie de vous recevoir sur le podcast. On se connaît de ma précédente expérience professionnelle où on a eu l'occasion de collaborer ensemble, alors un tout petit peu, mais ça nous a permis de nous rencontrer. Et j'avais été très sensible à l'époque aux valeurs que vous portiez et au-delà des valeurs que vous portiez, que vous incarniez vraiment. Donc je suis vraiment ravie qu'on puisse échanger ensemble aujourd'hui. On a eu l'occasion d'échanger en off pour un peu déplier notre pensée sur le sujet d'un monde du travail, le monde de l'entreprise qui serait plus humain et de votre regard par rapport à ça. C'était très très riche, donc j'ai hâte qu'on explore tout ça. Mais avant toute chose, j'aimerais vous poser une question simple. David, qui êtes-vous? Qui suis-je? Bonne question. D'abord, merci beaucoup de votre invitation. Effectivement, j'avais beaucoup apprécié aussi notre courte collaboration. Qui je suis? J'ai 52 ans très bientôt. Je suis le père de 3 enfants et le créateur, il y a 9 ans maintenant, d'une agence de communication spécialisée sur le sujet du handicap et de l'inclusion dans la société qui s'appelle Tell Me the Truth. Donc, Tell Me the en anglais et truffe comme une truffe au chocolat ou le champignon. Agence que j'ai créée avec mon demi-frère il y a maintenant 9 ans. Ok. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Tell Me the Truth, qui a d'ailleurs un nom juste excellent qui marque. Donc, qu'est-ce que vous faites avec Tell Me the Truth? Qu'est-ce qu'on fait avec Tell Me the Truth? On essaye de sensibiliser les salariés, les agents, enfin, les collaborateurs de toutes sortes d'organisations au sujet du handicap et de la diversité. Comment travailler avec l'autre, comment être soi-même au travail, puisque c'est une problématique qu'on va retrouver sur tous les sujets de la diversité et de l'inclusion, avec comme objectif de faire entrer ces sujets qui sont un peu parfois tabous, dont les entreprises, les employeurs ne savent pas trop comment les intégrer dans les conversations naturelles de l'entreprise, de manière à créer un climat de confiance qui va permettre aux salariés d'être à l'aise pour exposer, expliquer, faire part de leurs besoins spécifiques. Ok. Donc, ça part du principe, et c'est, je pense, là que ça va être très intéressant d'avoir votre regard par rapport à ça, que qu'il y a un lien entre l'expression des besoins spécifiques des individus et la performance, la réussite, je sais pas quel est le terme vous que vous employez, mais la réussite du projet d'entreprise. Oui, en fait, notre conviction, c'est que au départ, cette notion de besoin spécifique, elle part d'une expérience en Grande-Bretagne où le vocabulaire qu'on utilise, notamment pour parler du handicap, est souvent assez différent. C'est-à-dire qu'on va beaucoup moins souvent parler de disabled people, donc de personnes handicapées, à mon accent près. On va beaucoup plus souvent parler de people with special needs, personnes ayant des besoins spécifiques. Et ce qui nous intéresse dans cette histoire-là, c'est qu'on parle évidemment des mêmes personnes, on parle du même sujet, mais d'un côté, on a la bouteille à moitié pleine, de l'autre côté, on a la bouteille à moitié vide. Et ça renvoie à des choses différentes, parce que dans la culture française, si je prononce le mot handicap, on va tout de suite imaginer une difficulté A ou une impossibilité 2. Imaginez le plus souvent à tort, parce que vous êtes bien placé pour le savoir à travers votre précédente expérience, une personne handicapée peut être capable de travailler, elle peut avoir des besoins spécifiques, et si on répond à ces besoins spécifiques, elle sera tout à fait capable de déployer ses compétences. Donc ça, c'est le constat de base. Et puis en réfléchissant un petit peu plus loin, on s'aperçoit qu'on a tous des besoins spécifiques. On a tous des besoins spécifiques, quelle que soit notre différence, quelle que soit notre personnalité, et que si l'on tient compte, si l'employeur ou le collectif de travail arrive à tenir compte de ces besoins spécifiques, on sera déjà beaucoup mieux dans son job. Pour détailler un petit peu ce que j'entends par besoin spécifique, on peut être parent de jeunes enfants et avoir besoin de les accompagner à l'école, à la crèche, chez la nounou le matin et d'aller les récupérer le soir, donc d'être assez contraint dans nos horaires. Et si on s'aperçoit que ça déborde, on va être en stress complet, donc on va être beaucoup moins bien dans son job, moins efficace, moins performant. Si je suis LGBT, je vais peut-être avoir besoin de mettre la photo de mon conjoint ou de ma conjointe sur mon fond d'écran ou
mon bureau comment dire, sans craindre des moqueries. Si je suis proche aidant et que j'ai des parents âgés, ben là aussi, je vais avoir des contraintes. Bref, toutes ces interférences entre vie pro et vie perso vont avoir un impact sur notre quotidien, vont faire qu'à un moment, on va se sentir moins bien dans notre job et être moins efficace. Et donc, notre conviction chez Tamisotruf, pour revenir au sujet de départ, est que si l'on arrive à tenir compte des besoins spécifiques des salariés, ceux-ci vont être mieux dans leur job, plus fidèles à l'entreprise. Au moment où on parle de la grande démission, on peut aussi se poser des questions sur les raisons de cette grande démission. Mieux dans leur job, plus fidèles à l'entreprise, plus efficaces dans leur équipe et plus efficaces pour toute l'entreprise. Donc, notre conviction derrière tout ça, c'est que la prise en compte des besoins spécifiques est un sujet sur lequel les intérêts du salarié et les intérêts de l'employeur sont tout à fait convergents. Mais du coup, je suis je suis très curieuse de voir maintenant comment on fait pour atteindre cette rencontre effectivement entre besoins individuels et du coup collectif, notamment à la réussite de l'entreprise, on va utiliser ce terme. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression, si on devait aller, on va essayer de mettre ça sur une échelle, une échelle de 1 à 10, pour vous, les entreprises aujourd'hui, quel pourcentage d'entreprises aujourd'hui dans le paysage du monde du travail sont à ce niveau-là? Alors Sur... évidemment, vous posez une question. Je vois votre tête en même temps qu'on enregistre ce podcast par Zoom. Donc vous êtes en train de vous dire, je pense qu'il est impossible de répondre à cette question. Et je vais rajouter un niveau de complexité, c'est qu'il est d'autant plus impossible et compliqué aussi quand on est en recherche d'un emploi. C'est que non seulement il y a des entreprises qui sont plus ou moins investies sur ces sujets et plus ou moins conscientes de cela, mais après, tout va dépendre aussi du manager sur lequel on tombe et de l'équipe de travail dans laquelle on tombe. Ouais, on ne peut pas raisonner juste au niveau global. Effectivement, il faut qu'on raisonne même à des niveaux d'écosystème dans l'entreprise, quoi. Oui, il faut qu'on raisonne, et c'est là que c'est compliqué, et c'est là qu'il faut essayer de sensibiliser les managers le plus possible, sensibiliser le collectif de travail, pour les inviter à se rendre compte de cela, mais aussi inviter les salariés à exprimer leurs besoins spécifiques d'une manière qui soit compréhensible par l'autre. Je m'explique. Donc derrière tout ça, en fait, il y a surtout une question de communication. Et je vais revenir là-dessus. C'est aussi pour ça qu'on est agence de communication et pas cabinet conseil. On croit beaucoup au pouvoir de la com pour faire évoluer les comportements, mais aussi pour créer ce climat de confiance, qui est ce dont on parle en fait sans l'avoir jamais évoqué, mais ce climat de confiance entre l'entreprise et le salarié, entre le manager et le salarié, entre le salarié et son collègue, qui va faire qu'à un moment, je vais oser exprimer mon besoin spécifique. Et je vais vous donner un exemple tout bête. Il y a des années, j'étais directeur commercial d'une agence de com et j'avais dans mes équipes une collègue qui a abordé les choses très très simplement. Quand on travaillait ensemble, on se mettait dans une salle de réunion. Elle me disait, attends, mets-toi sur ma gauche parce que tu sais très bien que je suis sourde de l'oreille droite. Alors non, d'abord la première fois, je ne le savais pas du tout. Et puis après, il se trouve que je m'en souvenais pas forcément. Mais c'est elle, bon, qui exprimait très simplement ce besoin-là. À partir du moment où le besoin est exprimé, l'autre peut comprendre. L'autre peut comprendre la situation, et d'autant plus que voilà, c'était quelqu'un d'assez naturel, qui était en confiance dans l'entreprise et qui disait très, très clairement, si tu restes du mauvais côté, je ne vais rien comprendre. Je vais rien comprendre de nos échanges et ça va être très compliqué. Donc, on voit bien, à travers cet exemple qui est super simple, l'intérêt pour chacune des deux parties de se dire les choses. Oui, alors là, effectivement, il y a un intérêt direct dans le sens où si vous avez envie d'être entendu, vous êtes bien obligé de vous mettre du bon côté. Du coup, alors ça, là, on a un cas concret, effectivement, qui a un intérêt direct aussi pour le manager ou l'entreprise. Vous parliez de tout un tas d'enjeux, notamment par rapport
par rapport aux parents, par rapport aux personnes LGBT. Vous parliez de la photo sur le fond d'écran. Là, quel est l'intérêt direct est moins visible que dans le cas où vous vouliez vous faire comprendre de votre collaboratrice. Quel est l'intérêt pour moi, le mot qui m'est venu et que j'ai posé là sur la feuille, c'est tolérance, mais c'est cette ouverture à l'autre qui implique un changement de paradigme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui implique un changement de paradigme dans notre regard aussi vis-à-vis de l'autre. J'ai l'impression que alors, il y a toujours des super exemples et la preuve, puisqu'on fait appel à vous, donc c'est qu'il y a des super entreprises qui s'ouvrent à ces sujets-là, mais qu'il y a aussi un autre constat, une autre réalité de paradigme, de finalement ce paradigme qui vient nous dire que si on prend en compte les besoins spécifiques, on va faire que de l'individuel, que tout le monde ne peut pas afficher ses propres besoins, qu'il y a l'importance j'allais dire d'uniformiser un certain nombre de pratiques, de codes pour pouvoir vivre ensemble, etc., etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quel est votre regard, vous, sur, euh, sur cette façon de voir les choses et comment on le transforme justement pour se rendre compte, pour permettre à la communication de se faire vraiment dans l'entreprise? Alors, quel est l'intérêt de l'entreprise? C'est peut-être ce dont on doit parler aussi. L'intérêt de l'entreprise, c'est que ces équipes fonctionnent et fonctionnent bien. L'uniformité, je pense personnellement qu'elle est très, 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 très angoissante et qu'elle est destructrice de valeur. Parce qu'elle peut empêcher chacun de s'exprimer et on va essayer de se fondre dans un moule ou de fondre les individus dans un moule. Or, c'est là qu'on peut atteindre un niveau de difficulté dans le fonctionnement de l'entreprise parce que certaines personnes se retrouveront très bien dans ce moule, d'autres s'y retrouveront beaucoup moins bien. Or, alors, je suis pas économiste d'entreprise, je ne suis qu'un un modeste communicant, mais le monde n'est pas rationnel. Le monde n'est pas rationnel et vous voyez bien que quand vous faites faire le même travail à deux équipes différentes, à qui vous donnez les mêmes délais, le même brief, etc., les résultats vont être très, 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 très différents. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une alchimie entre certaines personnes, moins d'alchimie entre d'autres. On a tous eu ce cas de figure, on devait travailler avec des collègues et on n'avait qu'une seule envie, c'était de passer le moins de temps possible avec eux. On l'a tous vécu, ça. Ou le déjeuner à la cantine où on évitait un ou une collègue qu'on voulait surtout pas voir. Je pense que ça résonne. Voilà. Et si on n'a pas envie, si on n'a pas envie, on sera beaucoup moins efficace si on n'est pas bien. Donc, je pense que le fait que l'entreprise, l'employeur soit capable de tenir compte des besoins spécifiques de chacun, ce qui n'empêche pas d'appliquer des process, après si on doit appliquer des process, mais on les comprendra d'autant mieux. On les comprendra d'autant mieux que si on nous les explique. À l'époque où j'étais salarié, j'étais assez sidéré par le nombre de procédures qu'on devait appliquer sans qu'on nous les explique, sans qu'on nous les comprenne et sans même, à mon sens, qu'elles n'en aient de sens. Voilà, c'est complètement flippant. C'est complètement flippant et parfois ça vient à quoi servent ces process et ce qui n'empêche pas parfois l'être humain de faire fonctionner son cerveau et de réfléchir. Alors personnellement, je me déclare comme immanageable aujourd'hui. C'est une incapacité. C'est une incapacité. Voilà, parce que tant qu'on ne m'explique pas pourquoi, je ne fais pas. Voilà. Certains se souviendront de certaines expériences, mais voilà, mais ça nous permet, voilà, essayer de comprendre la raison de l'objectif de ce qu'on est en train de faire, le pourquoi et le but. Ça peut nous permettre d'analyser les choses, ça peut nous permettre parfois d'inventer des manières différentes de faire les choses. Et c'est exactement pareil pour les relations entre individus. Ouais, je peux faire ça, mais pour que je fasse ça et que je le fasse efficacement, je dois partir à 4h30 pour récupérer mes enfants à l'école. Aujourd'hui, on peut poursuivre une activité après.
Et il y a plein de managers qui comprennent ça parce qu'eux-mêmes n'osent pas parfois l'exprimer, eux-mêmes ont des besoins aussi. Et à partir du moment où on peut exprimer ses besoins, on peut exprimer, comment dire, on peut exprimer ses besoins spécifiques. Je suis absolument, et qu'on les respecte, je suis absolument convaincu qu'on sera tous beaucoup plus efficaces. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaye de démontrer chez Tamise de Truffe. Et encore une fois, cette question de besoins spécifiques, vous allez les retrouver sur tous les sujets de la diversité et de l'inclusion, mais plus largement dans le fonctionnement de la société en général. Oui, des êtres humains. Vous avez des exemples pour illustrer le fait de passer ça à l'échelle société? Non, parce que je crois beaucoup au pouvoir de la micro-organisation et même dans des très grandes entreprises, en fait, vous allez avoir différents services, Ouais. des alchimies qui vont se faire et une société, une entreprise aussi grande soit-elle, ça n'est comment dire, qu'une somme, L'agrégation. qu'une agrégation de petits services Mm. et voilà. Et vous le voyez il y a quelques années, vous voyez dans toutes les études que il y avait pas mal de salariés qui déclaraient ne pas avoir confiance dans l'organisation de l'entreprise au sens large, mais par contre, une confiance totale dans leur manager ou dans leur équipe de travail. Donc, Ouais. ce besoin de se retrouver en micro-société où les gens se connaissent, où il y a un intuitu personné, je pense, est hyper important dans l'organisation. Yes. Alors, c'est super intéressant ce que vous partagiez, et c'était un sujet qu'on avait d'ailleurs évoqué en off, qu'on avait échangé la première fois sur la, le fonctionnement rationnel à la fois de l'entreprise, enfin de la gestion des êtres humains, en fait, la gestion rationnelle de l'être humain. L'idée, c'est d'aller effectivement dans une compréhension comme vous l'évoquiez d'ailleurs, en fait, finalement, revenir à l'individu, revenir à en fait, repartir du socle, repartir de la base, que ce soit l'individu, que ce soit un service, que ce soit une filiale et que ça puisse tirer finalement tout le collectif vers le haut, plutôt que l'inverse, plutôt que finalement décider des choses, voilà, une sorte de norme et qui n'est pas adaptable et qui manque de flexibilité. J'ai la sensation que cette gestion rationnelle, elle permet de rassurer. Là, moi, je repense à mon expérience RH et notamment à l'époque, ça s'appelait, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui permettent en fait de rationaliser les parcours, de rationaliser tout un tas de choses. Vous, votre démarche de dire effectivement, on a envie, aujourd'hui, on aurait intérêt à sortir de ces cadres, de ces normes pour vraiment revenir aux besoins spécifiques et finalement ne plus penser, alors peut-être que j'exagère vos propos, hein. En tout cas, moi, si je me les approprie, il y a un peu cette idée en fait, on sort justement de ces cadres, de ces normes, de ces numéros de matricule, je vais aller encore plus loin, pour revenir vraiment à l'individu, à ses besoins spécifiques et finalement faire le pari de l'individu au service du collectif. Comment on répond aujourd'hui à ces peurs, à ce besoin de contrôle que peut-être manifestent des managers ou des services RH ou des dirigeants? Comment on les rassure sur le fait qu'on peut effectivement faire confiance à, quelque chose dont on n'a pas forcément le contrôle, parce que l'humain, par définition, comme vous le disiez, enfin en tout cas selon votre définition à vous, est irrationnel et Et ouais, est irrationnel et heureusement, parce que c'est ça qui permet la création. ouais. Si on suit un moule et un process bien défini, on ne crée plus. Enfin, demander à un créatif de remplir des feuilles de temps et de rentrer dans un process, je peux vous promettre que c'est des expériences à vivre. Hein. C'est des expériences à vivre. J'en sais rien pour répondre à votre question, parce que dans ma carrière professionnelle, il faut savoir que j'ai commencé à travailler dans une entreprise de moyenne taille, et plus j'ai évolué, plus je suis allé vers des entreprises à chaque fois plus petites. C'est un constat que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Là, nous sommes deux, donc on peut difficilement aller plus petit, et on travaille avec plein de partenaires qu'on a choisis. Parce que voilà, qu'on a choisi, et donc on se retrouve assez nombreux in fine, mais avec des personnes que nous avons choisies et qu'on ne nous a pas imposées, avec lesquelles on travaille par mission. Donc nous, notre organisation correspond à notre envie, à notre manière de voir le travail, et ces partenaires, on travaille avec eux la plupart du temps depuis très très longtemps, parce qu'il y a ceux qui mettent confiance, on sait
Ce terme de climat ce climat de confiance, il est essentiel. Et j'ai perdu le fil de. Comment on rassure Ouais. par rapport à la peur de perdre le contrôle, parce que le Ouais, rationnel mais rassure. le rationnel rassure, mais in fine, il n'est pas destructeur. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire différemment? Et l'autre question qui se pose dans la société actuelle, c'est qu'on est dans une société. Alors là, c'est mon moment vieux con, hein, vous m'excuserez. Non, mais on aime On est bien dans faire une des généralités. on est dans une société où on nous parle beaucoup de droit, mais la notion de devoir, elle disparaît un petit peu. Et un contrat de travail, c'est un ensemble de droits et de devoirs. On a une mission. Donc, à partir du moment où on nous confie une mission, ce qui va compter, c'est notre capacité ou non à la réaliser. Et donc, voilà, ce terme de conscience, il est essentiel. J'ai une mission, à moi de la remplir, peu importe la manière. J'ai presque envie de vous dire parce qu'elle doit me correspondre. Et le manager, il doit juger si la mission est accomplie ou non dans les contraintes qui étaient annoncées de temps, de budget, etc. Pour moi, comment dire, C'est c'est ça évident. le juge de. Pardon. Ouais, mais C'est évident. c'est ça le juge de paix. C'est ça le juge de paix. Est-ce que j'ai rempli mon job? Est-ce que j'ai fait ce qu'on attendait de moi? Et si moi, salarié, j'ai ressenti un moment que je n'en étais pas capable, je dois aussi être en confiance pour le dire parce que j'ai passé de temps, parce que j'ai passé de ceci, parce que j'ai passé de cela. Et une fois que j'aurai prouvé cela et que j'aurai instauré ce climat de confiance avec mon manager, à ce moment-là, les choses se font naturellement et on pourra dialoguer. On pourra dialoguer. La collaboration, étymologiquement, c'est le travail entre plusieurs personnes. Et très souvent, ce que je constate, ou ce que j'ai pu constater, c'était des salariés qui eux-mêmes pensaient que la consigne ou la mission qu'ils recevaient n'était pas le meilleur moyen d'arriver à un objectif, mais sans oser l'exprimer. Et donc là, on revient sur cette question de peur. Cette question de peur, elle peut être assez stérile dans l'entreprise. Elle peut être assez stérile dans l'entreprise parce qu'elle est destructrice de valeur, quel que soit le, le côté dont on se place, en fait. Oui. Alors, ça suppose aussi comme prérequis la confiance en l'être humain, au-delà de la confiance dans l'individu, mais en l'être humain, dans sa capacité à savoir ce qui est bon pour lui, à prendre la responsabilité de la réalisation de sa mission. Il y a aussi, ce que ça m'évoque, c'est moi j'ai des souvenirs en entreprise d'avoir pu ressentir ou d'avoir observé autour de moi finalement ce truc de y a un peu chacun à sa place, la responsabilité. Enfin voilà, moi là je suis empêchée de pouvoir réaliser ma mission et voilà, c'est pas mon problème, c'est lui qui a la responsabilité, c'est lui le chef. Il y a finalement ce repli les uns contre les autres. Oui, vous avez raison. On est dans une case, on nous donne une mission. Ça rassure d'avoir une mission bien précise aussi, mais si à un moment, enfin, comment dire, aucun être humain n'est infaillible, ni même le manager, et à un moment, si on prend une mauvaise route et qu'on reste dans notre mission, on va s'apercevoir qu'on va dans un cul-de-sac, on va s'apercevoir qu'on a tous perdu du temps, de l'énergie, et que si personne n'a tiré la sonnette d'alarme, à tort ou à raison, on va à la catastrophe. Parce qu'à un moment, si moi je fais partie de l'équipe dont je vous parle, je vais me sentir mal parce que je vais avoir le sentiment soit qu'on va dans le mur, soit qu'il y a une meilleure manière de procéder. Alors, certes, le manager à la fin, la décision revient au manager, évidemment, mais si je n'ai pas exprimé mon sentiment, je vais être frustré. Et si je fais une fausse route, à un moment, j'emmène toute l'équipe sur cette fausse route et ça va clasher. À un moment, ça va clasher. Et donc, si je ne m'exprime pas, j'ai l'impression qu'on ne fait que reporter le problème. Et qu'à un moment, ce problème-là va émerger. Et encore une fois, le manager n'est pas omniscient. Le manager est sans doute plus expérimenté que quelqu'un d'autre, mais il est lui aussi faillible. Et aujourd'hui, il faut l'être humain est faillible. Et il faut faire avec, qu'on le veuille ou non. On peut faire tous les tableurs Excel que vous voulez. L'être humain restera faillible à la fin et ne rentre pas dans un tableur Excel. Vous prenez, l'exemple est un peu ancien,
l'alchimie entre les êtres humains, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Et c'est ça qui va faire fonctionner une équipe. Est-ce que les gens s'entendent bien? Est-ce que les gens ne s'entendent pas bien? On prend l'exemple le plus fameux, c'est l'équipe de France pendant la Coupe du Monde de 98. C'était pas les meilleures individualités, c'était pas les meilleurs joueurs. Mais Jacquet avait réussi à créer cette alchimie, à prendre des risques en ne sélectionnant pas forcément les meilleures individualités sur le papier, parce qu'il croyait en cette équipe de jeunes inconnus ou pas trop connus. Alors, je ne suis pas amateur de foot du tout. Voilà, mais c'est l'alchimie à la fin qui avait fonctionné. Et ça rejoint ce que vous partagiez sur tout à l'heure, la notion de choix, le fait de pouvoir, vous, dans votre propre expérience, finalement, vous retrouver aujourd'hui avec un seul collègue, cofondateur, mais que vous Par ailleurs, choisissiez. mon demi-frère, hein, donc, Oui. que je connais assez bien quand même. Vous le connaissez bien depuis longtemps. Mais du coup, cette notion de choix, à la fois du coup, des personnes avec qui vous collaborez et également de vos clients, parce que je me souviens qu'il y avait aussi cette démarche qui était très singulière à l'époque au niveau de quand je travaillais et que j'avais fait appel à vous. Voilà, vous répondez pas forcément, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais vous répondez pas aux appels d'offres comme ça. L'idée, c'était vraiment de construire aussi une relation avec vos clients. Et moi, je découvrais ça. Alors aujourd'hui, dans mon environnement entrepreneurial, ça semble beaucoup plus logique, mais vous, voilà, vous avez ce parti pris dans un secteur qui n'avait pas forcément ces pratiques-là. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est effectivement cette notion de choix. Là, vous, de choix de partenaires, de choix de clients, peut-être de choix demain de collaborateurs. Enfin, je ne sais pas si vous comptez, je crois que vous ne comptez pas du tout recruter. Vous travaillez en C'est une collaboration. question qu'on se pose très, 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 très régulièrement. Donc, Ok, ça même à marche. cette question-là, je ne suis pas capable d'avoir une réponse binaire. En tout cas, comment ce serait intéressant d'avoir votre retour d'expérience sur justement comment vous réussissez justement à choisir les personnes avec qui vous travaillez. On fonctionne beaucoup, 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 beaucoup au bouche à oreille, la confiance. Ouais. Mmh. C'est ce qui est accessoirement très compliqué sur les sujets de la diversité et de l'inclusion, parce que il y a encore énormément de recrutements qui se font par réseau. Quand on n'a pas ce réseau, quand on ne connaît pas, quand on arrive, je sais pas, dans une ville, dans un pays qui vous est étranger, c'est super compliqué. Mmh. C'est super compliqué. Je crois que les chiffres n'ont pas varié en 30 ans. Hein. Je crois qu'il y a la moitié des offres d'emploi comment dire, qui sont pourvues sans qu'aucune annonce ne passe jamais. Là aussi, il y a une recherche de minimisation du risque. Parce que je préfère recruter quelqu'un qui a priori a les compétences que je recherche, dont j'ai entendu parler en bien par quelqu'un qui le connaît par ailleurs, Mmh. que prendre le risque d'aller vers l'inconnu complet. Enfin, on est tous dans cette recherche de minimisation du risque. Mmh. Ce qui pose un vrai problème par ailleurs. Et aujourd'hui, on a aussi une automatisation des process de recrutement. Quand je vois mon fils qui passe des entretiens vidéo avec des logiciels ou des robots sans aucun être humain en face, ça fait froid dans le dos. Ouais. C'est clair. Franchement, ça fait froid dans le dos. Ouais. Alors du coup, ce qui est intéressant, c'est effectivement, ça vient replacer l'importance justement de l'humain dans cette interaction humaine, mais l'humain qui a tout un tas de biais et qui peut avoir tout un tas de préjugés parce que, en fait, est-ce que aujourd'hui, c'est je trouve un vrai dilemme, un vrai sac de nœuds, euh, une question qui est vraiment pas évidente à poser. C'est comme si on essayait de justement rationaliser nos jugements en essayant d'empêcher tous ces biais, sauf que c'est impossible parce que, comme pour le coup, on le partage, l'être humain n'est pas rationnel et il y a plein de choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne conçoit pas. Donc, comment on replace, comment on essaye d'avoir conscience de ces biais pour pouvoir ouvrir notre champ et pouvoir du coup rencontrer des personnes, être en lien avec des personnes qui ne sont pas justement que du bouche à oreille lié à nos propres biais et aux personnes que nous sommes, tout en ne tombant pas dans le piège d'une rationalisation qui déshumanise la rencontre entre une entreprise, un recruteur et une personne. Alors, je ne sais pas s'il y a des éléments de réponse à les choses qui me reviennent en tête. Moi, au niveau RH, on avait eu l'occasion de travailler avec
alors c'était pas dans ma précédente entreprise, c'était lorsque j'étais en alternance, on avait tout un tas, on en avait deux, j'en ai deux en tête, d'associations qui justement permettaient de parrainer et donc de créer cet effet réseau bouche à oreille, à la fois je crois, des jeunes issus des quartiers qui avaient obtenu bien ou très bien au bac. Il me semble que c'était Fratelli, je ne sais pas si ça existe encore. Et pareil du côté des femmes, puisque moi j'étais dans l'aéronautique à l'époque, et l'aéronautique est un milieu très masculin. Et en fait, le biais, il se trouve même pas tant dans le recrutement que dans le parcours scolaire des jeunes filles qui, alors qu'elles sont 50-50, on a 50% de filles et 50% de garçons, je crois, qui arrivent en première S, terminale S, donc scientifique, sur filière scientifique. Et alors que voilà, dès qu'on sort niveau études supérieures, je crois que à l'époque, ça passait à 75-25. Donc il y avait tout C'est un... toujours à peu près ça, ouais. C'est toujours ça n'a pas changé. Hein. Je crois que maintenant, ça doit être 72-28, un truc comme ça, mais enfin, ça Oh, reste c'est bien, marginal. c'est bien. Mais voilà, il y avait toute cette question, effectivement, de comment on crée un réseau aussi qui s'ouvre. Mais c'est pas évident comme question. C'est pas évident. C'est comment réussir à... Je pense à un manager que j'ai en tête qui a une excellente intuition et une capacité à ressentir les équipes, l'harmonie dans les équipes, à ressentir les gens. Mais comme il est incapable d'expliquer comment, il se retrouve heurté à bah oui, mais le process et le fait que oui, il faut quand même avoir un minimum de cadre parce que bah, bien sûr qu'il y a des biais, mais il y a ça, c'est pas évident. Je crois que Ah bah non. j'ai pas de, mais c'est tout l'objet de ce qu'on se dit de séparationnel. Il faut presque accepter. Est-ce que ce serait pas ça le message, d'accepter l'irrationalité euh, de l'être humain, du collectif, et essayer de faire de son mieux pour, euh, pour élargir son champ Si, si, relationnel. et puis, enfin, oui, alors, la réponse que vous avez faite, j'allais la faire aussi, c'est qu'il y a plein d'associations qui vous aident à rencontrer des gens que vous ne rencontreriez pas forcément naturellement. Mm. Vous avez une association, notamment sur le sujet du handicap, qui s'appelle Arpège, ARPEJEH, qui fait un travail énorme de mentorat, de coaching avec des jeunes en situation de handicap, euh, pour leur permettre d'accéder au monde de l'entreprise. Vous avez une association pour les jeunes en général qui s'appelle Article 1. Vous avez plein d'associations. Vous avez nos quartiers ont du talent. Vous avez Mm. Elle Bouge pour Ouais. C'était le bouge avec qui on permettre travaillait, aux jeunes ouais, femmes. pour permettre aux jeunes femmes comment dire, d'accéder à des environnements plus masculins. Vous avez plein d'associations. Donc, évidemment, oui, ces associations sont assez géniales. Mais après, là, si on se place du côté candidat, je reste assez persuadé qu'on doit aussi faire part de ses besoins spécifiques, qu'on doit oser, parce que c'est aussi comme ça qu'on sortira du lot, parce qu'à force de ne pas prendre de risques, on a le même CV que celui qu'on vient de voir, que celui qu'on a vu juste après, et on ne ressort pas. En fait, à force de minimiser le risque, on devient quasiment transparent, parce qu'on est le même que le voisin et que la voisine. Or, qu'on le veuille ou non, un process de recrutement, c'est un process sélectif. Et quand on passe un entretien de recrutement, il faut se poser la question de qu'est-ce que je vais laisser comme trace. Alors, je vous dis ça, je pense être la pire personne en entretien en entretien de recrutement, hein, et si on a des besoins spécifiques, autant les énoncer, sinon on va se retrouver mal. Si on a des besoins spécifiques très importants et que la boîte dans laquelle je vais travailler n'est pas capable de les mettre en œuvre, je ne vais pas y rester longtemps. Ouais. Et ça, c'est transformé, je trouve, parce que des personnes qui peuvent avoir des besoins spécifiques. Alors déjà, effectivement, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, faites le point sur quels seraient vos besoins. Peut-être avant d'aller voir effectivement ce dont vous auriez besoin concrètement dans votre entreprise, quelle serait la meilleure façon pour vous d'exercer votre travail, à la fois pour que vous soyez bien et que vous puissiez produire un travail de qualité. Déjà, première chose, peut-être d'en avoir conscience. Et ensuite, de pouvoir les exprimer. Il y a effectivement ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que si aujourd'hui, on est nombreux à ne plus avoir peur de venir déposer comment
quelles sont les conditions favorables pour qu'on puisse exercer un travail de qualité parce qu'on a conscience de nos besoins spécifiques. Effectivement, on peut changer les choses aussi dans ce sens-là. Et du coup, ça implique de changer notre façon de voir les choses et de finalement ne plus voir cette expression des besoins spécifiques comme je me discrédite par rapport à d'autres personnes parce que moi j'ai des besoins, il y en a d'autres qui n'auront pas de besoins et du coup voilà, si moi j'ai besoin d'un fauteuil par exemple ergonomique ou d'un logiciel en particulier parce que j'ai des difficultés si on reprend les personnes en situation de handicap, c'est des cas qu'on a pu avoir, les fameux aménagements de poste, ne plus le voir comme effectivement quelque chose qui nous enlève une possibilité d'intégrer l'entreprise. Si c'est le cas, c'est qu'effectivement, comme vous le disiez, l'entreprise, on n'y fera pas long feu et clairement, c'est pas forcément un environnement où il fait bon travailler. Et plutôt le voir comme aujourd'hui une qualité qui est celle de la connaissance de soi et aussi de l'affirmation de soi, la capacité à se distinguer en entretien par justement cette connaissance de qui on est, de comment on peut travailler d'une façon efficace. Et cette notion Ouais. d'oser exprimer ses besoins, enfin, ça veut dire que la personne, a priori, a quand même un peu confiance. Enfin, pour travailler ensemble, il faut avoir confiance l'un dans l'autre. Et on revient là-dessus, on prend le sujet par n'importe quel bout, on revient là-dessus. Je vais vous donner deux exemples à mon avis, un exemple extraordinaire et un exemple catastrophique d'expression de besoins spécifiques pour que les gens comprennent. Et après, je vous raconterai mon expérience personnelle. J'ai reçu un CV il n'y a pas très très longtemps. Les deux premiers vont parler de handicap, l'autre va parler de parentalité. J'ai reçu un CV il y a pas très longtemps d'une personne qui cherchait je ne sais plus quel job, peu importe. Et dans les divers, elle met besoin d'une plage braille. Bon, cette personne ne disait pas qu'elle était travailleuse handicapée, cette personne ne disait pas qu'elle était malvoyante, mais elle mettait devant le recruteur ce dont elle avait besoin pour travailler efficacement. Quand on décode, on comprend qu'elle est non-voyante, mais elle ne dit pas je ne vois pas. Donc là, on ne se pose pas la question de comment va-t-elle travailler sur écran, comment est-ce que je vais m'adresser à elle, enfin toutes les questions qu'on peut avoir en tant que recruteur éventuellement non sensibilisé. Elle balance juste la solution. Sous-entendu, après, je me débrouille et je peux travailler comme n'importe qui d'autre. Pour moi, ça, c'est une expression parfaite de son besoin spécifique. Oui, c'est génial, effectivement. C'est pas juste je dis qui je suis et je vous donne la responsabilité de me permettre de travailler de la meilleure des façons. J'ai connaissance. J'ai connaissance de la solution. À l'inverse, j'interviewais il y a plusieurs années pour le compte d'un grand employeur une de leurs salariés sur la thématique de la prise en compte du handicap. Et cette personne m'explique qu'elle a dû suivre une reconversion professionnelle parce qu'elle est atteinte d'une maladie qui a des conséquences assez importantes sur son système intestinal. Au lieu de me dire, voilà, aujourd'hui, je ne peux plus, comment dire, je ne peux plus accepter un poste nomade parce que, grosso modo, je ne peux pas prendre le risque d'être très loin de toilettes. Elle m'a expliqué dans le détail, qui plus est, je l'interviewais juste après un déjeuner un peu lourd, je peux vous promettre que c'était un tout petit peu compliqué, en détail, sa maladie. Et là, je me dis très honnêtement, si je suis ses collègues, je trouve ça insupportable. Si elle me raconte ça à longueur de journée, je n'ai pas besoin de le savoir. Ouais. Ce que je dois savoir, moi, en tant qu'employeur, en tant que collègue, c'est qu'elle doit avoir un travail sédentaire, peu importe la raison. Je n'ai pas besoin d'avoir les explications en détail, franchement. Voilà, donc il y a aussi une manière de communiquer ses besoins spécifiques qui est assez importante. Oui, c'est essentiel. Je trouve, enfin, c'est essentiel que vous donniez ces exemples parce que ça vient bien. En plus, ça met juste en évidence j'ai conscience de ce dont j'ai besoin pour travailler. Voici la solution. Après, effectivement, le pourquoi, ça c'est libre à chacun de l'exprimer ou pas. Mais il y a une responsabilité à la fois de la personne qui exprime ses besoins et de l'employeur éventuel qui prendra sa responsabilité d'apporter cette solution-là. Alors que dans le second cas, c'est une affirmation peut-être de qui je suis et une attente d'une compréhension
sans avoir la solution. Est-ce qu'elle avait la solution? Non, elle ne vous l'a pas Elle expliqué. avait la solution. D'accord. Elle avait la solution. Elle avait pas fait le deuil Ouais, de d'accord. sa maladie, très Donc, il y avait clairement. une attente peut-être de compréhension et de… Oui, mais cette même personne, juste pour que peut-être les auditeurs se rendent compte, cette même personne commence l'entretien en me disant oui, je suis scandalisé, mon employeur ne tient pas compte de mon handicap. Je dis, est-ce qu'à un moment, vous avez expliqué votre besoin? Non, mais ils savent que je suis travailleur handicapé. Comment ça, ils savent que vous êtes travailleur handicapé? Il faut savoir pour les auditeurs que quand on reçoit une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, en fait, vous recevez un titre administratif sur lequel il est écrit que monsieur X ou madame Y bénéficie du statut de travailleur handicapé, mais sans autres détails. Donc, personne ne sait si vous êtes schizophrène, malentendant, si vous avez du diabète, si vous avez des problèmes de dos ou quoi au caisse. Et que ce document-là, la personne le remet à la mission handicap ou au RH qui ont un devoir de confidentialité. Donc, quand cette personne en fait était en colère contre son manager qui n'était pas capable de tenir compte de sa situation de handicap. Un, le manager n'était peut-être même pas au courant. Deux, comme elle me disait, non mais ce que j'ai est confidentiel, elle n'avait pas exprimé ses besoins spécifiques. Et elle se retrouvait en colère, frustrée, pas contente et en difficulté accessoirement, parce que son employeur n'était pas capable de tenir compte de ses besoins spécifiques. Mais elle ne les avait pas exprimés. Donc là, c'est le serpent qui se mord la queue. La situation était inextricable. Et honnêtement, ce que je ressentais surtout, c'était beaucoup de colère, chez cette personne. Donc, encore une fois, vous me posiez la question sur le thème mise au truffe, le nom de notre structure, il est là. Notre conviction, c'est que quand on se met autour d'une table, que l'employeur explique ce qu'il peut être prêt à mettre en place et que le salarié exprime ses besoins spécifiques, en général, quand on est entre gens d'une intelligence moyenne, on trouve une solution, on a un intérêt commun. Ouais. Je vais vous donner un autre exemple dans ma vie personnelle, et là, je vais sortir du champ du handicap. Comme je le disais en intro dans ma présentation, j'ai 3 enfants. J'ai eu beaucoup de difficultés à avoir ces 3 enfants et ma volonté était de les voir grandir. À un moment, j'avais travaillé dans la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé, j'étais resté 13 ans, avec une dernière année qui avait été très longue et très compliquée, et il fallait que je trouve autre chose. Je postule dans une agence concurrente qui avait le vent en poupe et dans laquelle je me reconnaissais assez. Je rencontre le patron de cette entreprise. Je ne sais plus comment on en arrive là, mais je lui dis au fait, j'aimerais bien avoir un contrat à 90% de temps. Alors, je postulais pour un poste de directeur commercial, avec des responsabilités, parce que voilà, j'ai 3 enfants, j'ai eu du mal à les avoir, j'ai envie de passer des vacances, de voir au moins une semaine à chaque vacances scolaires et de pouvoir prendre du temps ensemble, et puis voilà. La négo a duré moins de 10 secondes. J'ai osé le dire, lui-même, alors je ne le savais pas, était père de 4 filles. Il dit oui, je comprends très bien. Oui, d'accord, et ça ne me pose pas de problème. Et ensuite, on a continué la conversation. Tout ça pour vous dire que quand on arrive à exprimer assez sainement les choses et à vaincre sa peur d'exprimer son besoin, quand on l'exprime, quel risque on prend? On prend le risque de se dire tiens, je tombe sur un con qui ne veut pas en entendre parler, cette boîte n'est pas là, n'est pas faite pour moi. Ou oui, au contraire, je tombe sur des gens humains et là aussi, le climat de confiance commence à se créer, mais ça peut permettre de servir de filtre. On a tous vécu des entretiens de recrutement dans des entreprises où on s'est dit, mais même s'ils me donnaient 1 million et tout ce que je veux, jamais. Bon, 1 million, on peut peut-être commencer à réfléchir. On va réfléchir, mais on les a tous vécus aussi. Pour faire un chemin dans l'entreprise et entre 2 individus, je pense qu'il faut oser exprimer ses besoins spécifiques d'un côté et avoir conscience de ses devoirs dans l'entreprise aussi. On va beaucoup acquérir la confiance de l'autre, la confiance de ses collègues, la confiance de son manager, si on démontre que même, peut-être en prenant un chemin différent, on arrive à des résultats qui tiennent le coup, on est fiable. La fiabilité, c'est quelque chose qui est très, très important dans l'entreprise. Est-ce qu'on peut compter sur l'autre?
Et je me souviens d'un client qui m'avait dit, ça m'avait super vexé à l'époque, et j'ai compris après, et qui m'avait dit, vous savez pourquoi je travaille avec vous? Alors, je pensais qu'il allait me dire qu'on faisait des super campagnes. C'était avant de créer Tell Me the Truth, hein, qu'on était hyper créatifs, etc. J'ai dit, ben non, dites-moi. Ben parce que vous tenez vos engagements. Et pour moi, c'était juste normal. Ah bon, c'est la seule raison pour laquelle vous bossez avec nous. J'étais vraiment hyper vexé. Pour moi, c'était normal. Enfin, on s'engage, on se tient à ses engagements. Et si jamais on a un problème, on l'explique. Enfin, voilà. Alors depuis, ça a fait du chemin, mais je vous promets qu'à l'époque, j'étais vraiment super vexé. C'est ça notre valeur différenciante. mais voilà, et c'est important. La notion de devoir en ce sens-là, si je donne ma parole, je m'y tiens, ou alors j'explique. Si jamais il y a un problème, je l'explique. Je l'explique au moment où le problème se produit. Ça va participer à créer ce climat de confiance aussi avec mes collègues, avec mon manager. Évidemment, si je n'arrive qu'avec des problèmes tout le temps, il y a un moment où je vais saouler mon manager. Mais en réfléchissant à un problème à plusieurs, on peut plus facilement trouver la solution aussi. On croit beaucoup en l'intelligence collective, en la réflexion de groupe, parce que quand vous mettez des personnes autour d'une table, ces personnes ont des expériences, des visions très très différentes, et on arrive en général plus rapidement à des résultats probants auxquels on n'aurait pas pensé initialement. Ouais, à la Plutôt que de rester créativité. chacun dans son coin. Ouais, ça crée d'autres solutions. Pour terminer, j'aimerais vous demander, à l'aune de tout ce qu'on a pu se partager, si vous deviez résumer en un conseil pour un collaborateur, un conseil pour un manager et un conseil pour un dirigeant d'entreprise, et pas un dirigeant d'entreprise où il y a deux personnes, hein, comme la vôtre, un dirigeant d'une grande entreprise, des personnes voilà, qui auraient pu écouter le podcast et qui seraient convaincus de ce que vous avez partagé et qui aimeraient pouvoir aller dans ce sens-là. Un conseil pour chacun d'entre eux. Je pense que comment dire, quelle que soit sa fonction dans l'entreprise, si on est soi-même, on marque des points. On marque des points parce qu'on inspire l'autre, on se dit, ben oui, tiens, il a même un dirigeant d'entreprise, oui, il a aussi des failles, mais il a réussi grâce à ses failles. C'est toujours des exemples assez inspirants. C'est toujours des exemples assez inspirants, et le surhomme ou l'être parfait n'existe pas. On a tous des failles, alors sans en faire des arguments de compétition, mais comment dire, on est humain, quoi. on est humain, et c'est super intéressant de voir comment chacun exploite ses failles ou fait avec. C'est toujours c'est des exemples hyper enrichissants. Je me souviens d'un codir d'une boîte de sécurité qu'on avait sensibilisé au handicap. Et la DRH m'avait dit en me briefant, écoutez, dans notre univers de la sécurité, la diversité, on est quand même, on est dedans tous les jours. Par contre, le sujet du handicap, on est assez loin, et pour être tout à fait honnête, le sujet me fait peur. Bon, on avait sensibilisé avec un partenaire, il y avait 16 personnes au CODIR. Croyez-le ou non, pendant le CODIR, il y a 5 personnes qui ont fait leur coming out et qui elles-mêmes étaient en situation de handicap sans l'avoir jamais exprimé à leur père. C'est excellent. Pourquoi? Parce qu'on parlait du sujet, parce qu'on les avait mis en confiance, on leur avait montré que c'était pas, qu'il y avait des solutions. Et le dernier à s'exprimer était le président de la boîte, qui nous avait dit, écoutez, personne ne le sait autour de la table, mais en fait, je suis sourd. Et depuis, ils travaillaient ensemble depuis des années, hein, ils se connaissaient tous parfaitement. Et autour de la table, j'ai surtout lu sur vos lèvres. Oh la vache. Ça a Bon, dû être... pourquoi ne l'a-t-il pas dit avant? Je ne sais pas, parce que ça a pu permettre d'éviter des malentendus, sans vouloir faire de jeu de mots à 2 centimes. Voilà, mais être soi. c'était je pense, de toutes les sensibilisations au handicap qu'on a pu faire, c'était sans doute la plus... Magique. Ouais, magique, ouais, vraiment. Écoutez, c'est très bien pour terminer. Et donc, accessoirement, il y a peut-être un autre message, c'est que vous ne savez pas avec qui vous travaillez.
Oui, aussi. Tout à fait. Vous ne savez pas avec qui vous travaillez et voilà, il y a 15% de la population française qui est en situation de handicap. Votre voisin peut être lui-même, donc votre collègue est peut-être en situation de handicap. Il est peut-être proche aidant. Il a peut-être des contraintes dont vous n'avez pas idée. Donc ne préjugez pas et puis essayez de porter attention à l'autre. En général, Mm. à condition que l'autre vous respecte aussi et qu'il respecte ses engagements. Cette notion de devoir, pour moi, est super importante dans une relation professionnelle. Je pourrais établir un climat de confiance si j'ai confiance en toi aussi et si tu tiens tes engagements. Euh, mais en discutant, en général, on arrive à mieux comprendre parfois certaines réactions. Mm. Et c'est comme, c'est valable effectivement dans les relations professionnelles, mais c'est valable dans tous les types de relations. On en revient à tout ce qu'on partageait sur, ouais, c'est de la communication non violente, mais dans l'expression des besoins, la capacité effectivement à s'exprimer et à ne pas attendre de l'autre qu'il me comprenne si je ne lui expose pas, et en même temps effectivement avoir un regard sur l'autre. On peut parfois réussir à, ouais, enfin c'est l'empathie, c'est la connexion à l'autre et en fait, je suis certaine que pour les personnes qui auraient du mal à l'imaginer dans l'univers professionnel, prenez des exemples dans si on reprend ce que vous disiez, où vous aimiez bien l'effet micro, dans les cercles peut-être personnels, comment vous réussissez justement à communiquer, à créer ce climat de confiance et de pouvoir le transposer après à d'autres domaines de vie. Merci beaucoup, David. Merci Rosanne, c'était un C'était, plaisir. c'était très riche J'espère que c'était à peu près clair. Et puis, je très crois. bonne continuation Merci. Vous aussi. et bel été. Bel été.